Lorsque les enquêtés s'endorment, les sociologues ferment les yeux. Rouvrir les yeux sur ces fenêtres anthropologiques et sociologiques que peuvent constituer nos rêves, c'est l'ambition depuis 20 ans du sociologue Bernard Lahire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ENS de Lyon et vous venez de publier aux éditions La Découverte un volumineux livre, et c'est encore que le premier, volume de cette interprétation sociologique des rêves. Pourquoi est-ce que le rêve est un objet que vous définissez comme à la fois très séduisant et très inquiétant pour un sociologue ? Séduisant ou intéressant, c'est parce qu'évidemment, il y a un mystère autour du rêve. Et on sait très bien que c'est quelque chose, c'est une production un peu bizarre. Les gens se lèvent le matin, ils savent pas trop ce qui s'est passé dans ces histoires nocturnes. Et évidemment, pour un sociologue, ça n'a rien d'évident, puisque c'est une production individuelle, donc on se dit la sociologie c'est le collectif, donc on voit pas bien pourquoi un sociologue irait voir des individus particuliers, et puis on voit pas où est le social en fait dans cette affaire. On se dit mais c'est quoi les gens sont hors interaction sociale, ils sont pas dans des institutions, ils sont généralement dans un lit, pas forcément, mais bon, il y a 1000 manières de dormir en plus, on peut dormir le jour, donc voilà. Mais enfin, quand même, on est retiré de la circulation des interactions sociales, on n'est pas dans des institutions, dans des groupes, et en plus, on dort. Donc, on a l'impression qu'il n'y a plus de conscience, alors qu'il y en a une. Mais voilà, donc on se dit, mais où on va trouver le monde social dans cet être dormant? Voilà. Donc, c'est un peu inquiétant. Et alors, comment est-ce que, justement, on peut s'équiper pour essayer de voir ce que les rêves nous disent du monde social ? Alors... bon, c'est un vaste problème. Mais disons que on peut d'abord commencer à travailler à partir du moment où des gens racontent leurs rêves. Donc, à proprement parler, on n'a pas accès directement aux images du rêve, mais les neurosciences pas plus que nous, parce qu'on peut brancher les sujets rêvants et essayer de voir leur activité cérébrale, mais on ne sait pas les images qui apparaissent. On sait qu'il est dans des temps de sommeil différents, des activités cérébrales plus ou moins intenses. On peut observer ce que font des collègues des neurosciences aussi de manière très intéressante, des actes de quasi-somnambulisme ou de somnambulisme. Les gens parlent pendant leur sommeil, et souvent c'est en lien avec leurs rêves. Mais enfin, l'essentiel de ce qu'on a du rêve, c'est le récit de rêve. À partir du moment où quelqu'un s'en souvient et commence à le raconter ou à l'écrire. À raconter à quelqu'un ou l'écrire. Et là, on a un début de quelque chose qui peut être objectivé par le sociologue. Il y a un récit qui, au départ, paraît totalement incongru. Et la question, c'est de savoir à quoi on le rattache, qu'est-ce qu'il faut reconstruire, en fait. Voilà, je dirais les choses comme ça. C'est comme un puzzle. C'est comme si vous aviez des pièces. Vous ne voyez pas du tout à quoi appartiennent ces pièces. Et si vous arrivez à reconstituer l'ensemble des autres pièces et de savoir où il faut les poser, celles-là, alors vous avez une chance de comprendre qu'est-ce que c'est que ce rêve. Voilà. Et alors, est-ce qu'on rêve selon sa position sociale ? Parce que vous avez aussi quand même des pages assez critiques sur des tentatives qui ont été faites de faire des banques de rêves, par exemple, et simplement de dire, bah, voilà, les ouvriers rêvent de ça, les cadres ils vont rêver de ça. Ça, c'est intéressant, mais un peu naïf. Voilà. Alors, intéressant parce que, quand même, quand on met des récits de rêves dans des bases de données, par exemple, il y a une banque de données que j'évoque et sur laquelle j'ai en partie travaillé aussi. J'ai commencé à faire des recherches quantitatives sur ces banques de rêves. Il y a plus de 22 000 rêves. Aux États-Unis, ils ont une énorme banque de données. Et on peut se dire... Quand on prend quand on fait attention et qu'on pose des questions aux gens sur quel métier ils font, quel niveau de diplôme ils ont, etc., ce qui n'est pas toujours fait par les gens qui travaillent comme ça sur des banques de rêves, on peut faire des corrélations. Et on a, alors généralement les classes sociales n'apparaissent pas, c'est pas l'intérêt des gens qui ont monté ça, qui sont des psychologues plutôt. Mais par exemple les différences hommes-femmes, où il n'y a pas besoin de poser des questions, les gens, on sait si c'était des hommes ou des femmes qui ont rêvé, on voit des différences statistiquement intéressantes. Par exemple, les femmes rêvent plus d'être agressées que d'être des agresseurs. Les hommes rêvent plus d'un monde où il y a des hommes
Et les femmes, c'est à égalité homme-femme. Des choses comme ça. Donc ça met sur la piste de plein d'éléments, finalement, de récits qui sont pas sans lien avec ce qu'on connaît. Par ailleurs, des dispositions féminines ou masculines, etc. Donc oui, il y a des liens. Le problème, c'est que c'est un peu naïf et un peu grossier. C'est-à-dire que si on réduit le hors rêve à une propriété sociale, une position sociale, on ne va pas aller très loin. Voilà. En revanche, si on s'approche de Freud, qui lui a voulu connaître les individus qui venaient jusqu'à lui, qui étaient des patients, voilà, qui avaient des problèmes, etc., et qui commençaient à raconter leurs rêves par hasard. Hein. Au début, c'est venu par hasard. Des gens se sont confiés à lui, puis il y avait des rêves. J'ai rêvé de ça, et ça a fait partie de la cure progressivement. Et voilà. Bon, si on commence à vouloir connaître, à chercher à connaître la personne, le sujet rêvant, bah, là, on commence à comprendre, à mettre des éléments, à retrouver les éléments du puzzle dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il faut faire un travail plutôt sur tout le parcours de la personne, de comprendre quelles sont les grandes expériences répétées que cette personne a connues, ces grandes dispositions, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire des habitudes de penser, d'agir, de sentir, etc., qui l'ont constitué, étant donné son parcours, étant donné sa socialisation familiale, scolaire, etc., etc. Et vous voyez dans tout ça que, déjà, on déborde largement ce qu'a fait Freud, parce que Freud s'intéressait essentiellement à la petite enfance, à la famille. Alors qu'un sociologue de la socialisation s'intéresse à la famille, à l'école, au métier, etc., etc. C'est de la socialisation, c'est toute la vie, en fait. Et des fois, on a des rêveurs de 70 ans, bah, ils ont tout leur parcours qui peut intervenir dans le rêve. Et voilà. Et alors, c'est à recomposer tout cet univers, et plus particulièrement, ce qui fait problème aux individus, qu'on doit travailler à ça, à faire émerger toutes les préoccupations, tous les problèmes des rêveurs. Et est-ce que pour le sociologue que vous êtes, vous avez l'impression que vous accédez à, on va dire, une expression des enquêtés, alors là c'est des enquêtés particuliers, différentes de celles que vous avez pu avoir dans d'autres enquêtes quand les gens étaient éveillés? Alors, en gros, est-ce que ça se dit mieux, différemment, plus profond? Alors, oui. Alors, c'est à la fois, je pense on peut être un peu décevant dans ce genre d'analyse parce que il n'y a pas des scoops extraordinaires. Je ne pense pas qu'on révèle des choses extraordinaires aux gens. Mais par contre, c'est un peu, Bourdieu disait ça sur l'inconscient, je ne sais plus dans quelle interview, mais il disait, l'inconscient c'est je le sais sans le savoir vraiment, sans vouloir le savoir, enfin c'est un truc un peu bizarre. C'est pas juste du refoulé, comme le disait Freud, mais c'est un truc qu'on sait en partie, mais qu'on oublie, qu'on met de côté, etc. Et là, le rêve, en fait, il le met au cœur. Et ce qu'on voit apparaître, alors ça c'est quand même assez spécifique au rêve, toutes les opérations qui sont inconscientes dans la vie éveillée et qu'on ne voit pas, bah, le rêve les met en avant. Et par exemple, toutes les associations que font les gens, quand d'un coup on voit l'équivalence entre un père et un colonel ou un dictateur, on a compris quoi. Voilà. On voit les analogies qui sont faites clairement, et j'allais dire, le rêve va droit au but. Il dit des choses... Enfin, vous pouvez avoir un petit ressentiment à l'égard de quelqu'un dans la vie éveillée, vous le faites mourir sans problème dans le rêve. Ça va très vite. Vous avez un début de désir pour quelqu'un dans la vie éveillée, même pas complètement, enfin, ça peut être une seconde, etc. Le rêve peut montrer les pires horreurs érotico-pornographiques, etc. Donc c'est un lieu où la censure est largement levée. Contrairement à ce que prétendait Freud. Oui, alors c'est ça, parce que là, je vais outrageusement résumer vos centaines de pages, mais en gros, vous dites que bon, Freud a été déterminant hein, dans la manière d'analyser et de tenter une interprétation scientifique des rêves, mais qui s'est quand même vraiment planté sur cette question de la censure. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi et pourquoi vous dites qu'au contraire, c'est peut-être un des endroits où on a le discours de soi à soi, enfin la parole de soi à soi la plus sans transition. Ouais.
Alors, bon, moi, je m'appuie déjà sur les travaux des sciences sociales. Là-dessus, il y a eu des travaux qui relèvent de la sociolinguistique, un chercheur états-unien comme William Leiboff, qu'avait traduit Bourdieu dans sa collection, les travaux de James Scott sur texte caché, texte public, sur les arts de résister et la domination, et enfin sur Bourdieu lui-même, qui a travaillé sur la censure, et sur ce qu'il appelle les marchés francs. Bon, Bourdieu, dans Ce que parler veut dire, dit quand on est en situation publique, il y a des censures qui pèsent formellement sur nous dans le langage. On est obligé de faire un effort pour bien parler à un examinateur, si on est en situation publique, à faire un discours où il y a un peu plus de monde, etc. On ne va pas parler de la même façon à un supérieur ou à un ami, ou à son conjoint, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une variation du poids de la censure. Plus on se rapproche d'une proximité de soi, il y a une communauté d'expérience, etc., plus on dit des choses. Voilà. Les gens qui parlent de la manière la plus châtiée en public, etc., peuvent dire merde, putain, etc., quand ils sont entre eux. Voilà. C'est un peu le principe. Donc Bourdieu a dit ces censures sont levées dans certains entre-soi. Par exemple, des entre-soi populaires où on s'en fout, il n'y a pas l'école, il n'y a pas l'administration, il n'y a personne, il n'y a pas la grande tante un peu prétentieuse qui veut que tout le monde parle bien, etc. On parle mal, enfin, entre guillemets mal, hein, mais on se lâche. Donc les censures, on les laisse de côté. Donc il parle de marché franc. La même chose, James Scott, lui, il dit il y a texte public, texte caché. Là aussi, je ne vais pas interagir avec un dominant, je ne vais pas lui dire t'es qu'un gros con. Par contre, dès qu'il a le dos tourné, je vais dire à un copain mais quel gros con, etc. Et ça, c'est très très intéressant et très important de tenir compte de cette variation-là. William Leiboff a montré exactement la même chose. D'ailleurs, Bourdieu a théorisé très largement le travail de Leiboff. Il montrait que, même dans les manières de prononcer, on était de plus en plus correct dans la prononciation du R, par exemple, aux États-Unis, quand c'était en situation un peu formelle. Et on se relâchait, au lieu de dire lower, on disait lower. D'accord. Voilà. Et donc, là, c'est même plus l'entre-soi, c'est l'entre-soi et soi, dans le rêve. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que plus vous approchez de gens qui sont proches de vous, plus vous vous relâchez. Les rêveries éveillées. Personne ne vous voit, vous n'avez plus de public, vous n'avez plus... voilà. Et malgré tout, vous pouvez encore contrôler des choses et vous êtes éveillé, donc la censure peut être encore là, parce que vous êtes encore entouré par le monde social, etc. Le journal intime, on peut toujours avoir peur qu'il soit lu et tout ça, mais enfin, les gens peuvent se lâcher. Ils peuvent dire « je déteste mes parents, je déteste mon prof, etc. » Le rêve, il faut imaginer, c'est le bout du bout. Dans cette continuité expressive, dans ce continuum expressif, on a le bout du bout, le plus intime de l'intime, le plus franc des marchés francs, comme disait Bourdieu, c'est le rêve. Donc, s'il y a un lieu où la censure est très largement levée, c'est le rêve. Et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, Freud oscille en permanence. De temps en temps, il dit il y a affaiblissement de la censure. Et donc, on se dit, bon, d'accord, ok, affaiblissement de la censure. Donc, il y a des choses qui passent. L'inconscient se met à s'exprimer. Et puis, de temps en temps, systématiquement, en fait, il explique toutes les bizarreries du rêve par le besoin de contourner la censure, de masquer, de crypter le message, etc. Donc on se dit, alors, il y a censure ou il n'y a pas censure? Elle s'affaiblit ou on lit certaines analyses de Freud en se disant c'est pire qu'un régime politique hyper autoritaire et contrôleur, etc. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut remettre en question. Après, le fait que Freud ait eu une mauvaise hypothèse, de mon point de vue, ça peut être discuté par les psychanalystes, etc. Enfin, je pense qu'on a quand même quelques arguments en sciences sociales pour soutenir que la censure est très faible. Mais avec une mauvaise hypothèse, il s'est mis à travailler très bien. En fait, il a avancé sur plein de points, notamment puisqu'il s'est dit
ce truc qui paraît bizarre, incongru, etc., en fait, ça a du sens. Donc déjà, il est allé dans le bon sens, parce qu'il a gardé l'hypothèse qui n'était pas acceptée à son... Oui, qu'il y avait une cohérence dans Voilà, un ensemble qui pouvait sembler complètement incohérent. C'est pas juste des décharges électriques dans le cerveau avec des images aléatoires qui apparaissent. Non, il y a du sens, c'est cohérent. Donc déjà, ça. Et puis deuxièmement, vu qu'il cherche tous les codes, en fait, il dit, bon, voilà, il y a la censure, donc il y a chiffrage. Et donc, il a cherché tous les codes. Et les codes, c'est la condensation, la substitution, les déplacements, etc., etc. Et du coup, là, il a tout à fait raison. Toutes ces choses-là ont été largement vérifiées, validées par tous les gens qui ont travaillé sur le rêve depuis. Donc, avec ce que je dis dans l'ouvrage, ce qui est formidable, et ça arrive très souvent dans l'histoire des sciences, avec une mauvaise hypothèse, il est allé dans le bon sens, et il a décrit des choses qui restent et qui sont toujours solides aujourd'hui. Donc on peut aujourd'hui enlever la théorie de la censure, c'est pas très grave. Voilà. L'essentiel a été conquis quand même. Oui, parce qu'il faut préciser que vous dites, enfin, vous cherchez quand même à fonder une interprétation scientifique des rêves. Hein, c'est pas justement ce qu'on décrivait au début, simplement analyser quelques contenus, mais que cette théorie de l'expression onirique, qui passe par des opérations oniriques dont Freud avait identifié beaucoup d'ailleurs, c'est pas chercher la clé des rêves. Non, c'est ça. Alors là aussi, Freud a été, mais parce que c'est dans les grands moments en fait de révolution scientifique, on a toujours des doutes, voilà, des oscillations. Il a rêvé à un moment donné, avec des gens autour de lui qui le poussaient dans ce sens-là, à une sorte de langage universel. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait peut-être un langage universel des symboles. Bon. C'était revenir à une clé des songes universelle. Hein. Vous rêvez d'un serpent, ça veut dire ça. Vous rêvez d'un avion, ça veut dire ça. Bon, il y a eu des époques où il n'y avait pas d'avion, donc ça c'est embêtant. Donc, je dis ça en blaguant, et en même temps, on se dit, bon, c'est quoi un serpent pour quelqu'un qui vit dans la jungle, et le serpent pour quelqu'un qui l'a vu à la télé, quoi. Ça n'a pas tout à fait le même sens. Donc déjà, bon, il a été poussé vers ça. Et puis, il a quand même fait le choix plutôt du symbole personnel. C'est-à-dire de dire, si on n'a pas les associations propres à un rêveur ou une rêveuse particulier, on ne peut pas comprendre en fait le sens du symbole. Donc, il n'y a pas de symbole universel, il n'y a pas de clé des songes. Voilà. Alors vous écrivez que si le rêve fait son entrée, comme vous voulez le faire, dans la grande maison des sciences sociales, ce n'est pas pour laisser le lieu en état, mais c'est pour le déranger, le perturber. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça le perturbe? Qu'est-ce que ça nous apprend finalement aussi sur non seulement le psychique, mais le physique du moment où on est éveillé? Alors, pour moi, si vous voulez, je pense que les sciences sociales sont encore trop fondées sur une image d'un acteur qui est éveillé, conscient, rationnel, quand même, mine de rien. Et le rêve, il vient rappeler qu'il y a un grouillement permanent d'analogies, d'associations qui se jouent en permanence. Il se voit beaucoup mieux dans le rêve qu'ailleurs, mais quand on est éveillé, ce grouillement, il existe. Simplement que nous sommes un peu pris par l'illusion que la conscience est le tout de notre activité psychique ou cognitive. Alors les neurosciences sont là pour nous rappeler que pas du tout. Ils parlent d'un inconscient cognitif, à juste titre, c'est pas l'inconscient freudien au sens de toutes les expériences refoulées, mais un inconscient cognitif qui fait qu'en permanence, nous sommes en train de faire des suppositions, des calculs, des anticipations, etc., sur notre environnement, sur le rapport à l'espace, sur les gestes, voilà. On est en permanence en train de faire ces petites associations-là. Et en fait, je pense que travailler sur le rêve, ça oblige à regarder à ce niveau-là d'association. Et je pense qu'on ne ferait pas la même sociologie politique, la même sociologie de l'éducation, des goûts, etc., si on se disait il faut aller chercher
tout cet inconscient socialement structuré qui est à l'origine de ces choix politiques, de ces options politiques, etc. Moi, je trouve qu'on travaille beaucoup à la surface des comportements et très peu sur ce qui engage en fait les goûts, qui engage des décisions, etc. Donc ça revient, ça permet de revenir un peu sur ces fictions d'acteurs conscients, rationnels, qui font des choix, qui prennent des décisions, et ainsi de suite, qu'on nous resserre en permanence aujourd'hui. Alors je croyais qu'un sociologue disciple de Bourdieu et déterministe comme vous s'intéressait pas aux neurosciences. Eh ben ça, voilà, c'est ceux qui pensent mal. Et ça fait un moment en plus que je m'intéresse à ça. Je trouve ça passionnant en plus. Les neurosciences nous apprennent des choses formidables. Elles nous apprennent que, en permanence, le cerveau est un détecteur de régularité. Bon, quand on vous dit ça, c'est-à-dire que, en fait, en permanence, depuis qu'on est nourrisson, en fait, on se cale dans des interactions, on apprend en fait les relations aux autres, les types de réactions qu'on peut avoir, etc. Ça se construit petit à petit. Et au bout d'un moment, en fait, à partir du moment où il y a des habitudes qui sont prises, eh bien, on agit dans les situations présentes, qui se présentent à chaque fois, nouvelles, avec tout ce qu'on a déjà constitué. Donc on est dans l'anticipation pratique de choses qui vont arriver, et on fait souvent l'interprétation pratique que ça va se passer comme on a connu déjà. Voilà. Et ça, c'est fait de manière totalement non consciente. C'est des anticipations pratiques non conscientes. Donc, voilà, la sociologie des dispositions rejoint tout à fait le travail des neurosciences qui montre qu'il y a ces schémas qui se mettent en place, ces habitudes qui se mettent en place, qu'on peut arriver à retracer dans le cerveau. Il y a des réseaux, des réseaux neuronaux qui s'allument, qui se mobilisent pour certains types de compétences, pour certains gestes, etc. Et une fois qu'on les a intériorisés ou incorporés, comme disait Bourdieu notamment, eh bien, c'est des choses qu'on met en œuvre très facilement, très naturellement. Et d'ailleurs, on a l'impression que c'est naturel, que c'est un tempérament, voilà, une propriété tout à fait innée, alors que c'est le produit des expériences et de nos rapports à l'environnement humain et matériel. Mais alors si l'étude sociologique des rêves nous permet un peu d'éviter la manière dont certains jugent que les déterminismes sociaux sont exagérés au sens où, par exemple, tous les enfants des classes populaires ne sont pas en échec scolaire, ou tous les parlementaires ne sont pas issus des classes dominantes, et que donc il faut bien se référer à l'individu, au potentiel de l'individu. Et là, vous nous dites non seulement que les neurosciences ne vont pas forcément dans le sens de dire que l'individu est irréductible à l'incorporation sociale, au fond, des mécanismes, alors qu'on les appelle déterminants ou détermination, ça change un peu sociaux. Est-ce que vous pouvez me préciser en quoi vraiment l'étude sociologique de l'objet rêve permet, sinon d'en finir, du moins de contester ce qui est quand même assez en vogue, c'est-à-dire le mythe de la liberté individuelle? En tout cas, le refus que cette exigence, au fond, qu'on peut avoir de la liberté individuelle, parce que ça inclut la responsabilité des individus, ne soit pas complètement plaquée sous les déterminismes sociaux dont souvent les sociologues sont accusés d'exagérer. Bon, déjà, je voudrais dire une chose, c'est que quand les gens disent bah oui, il n'y a pas que de l'échec scolaire en milieu populaire, etc., d'abord, ils ne nous ont pas lus. Moi, j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur les réussites scolaires improbables en milieu populaire. Et je suis un transfuge de classe, j'ai moi-même vécu ça, donc je sais très bien que c'est aussi pour des raisons sociales qu'on réussit alors qu'on devrait échouer, entre guillemets. Bon. Donc moi j'ai travaillé sur les cas improbables. Et c'est pas des cas, c'est pas tenir compte de l'individu, c'est pour arriver à comprendre les cas exceptionnels. Bourdieu en était un, par exemple. Bon, il a un parcours assez atypique statistiquement pour quelqu'un qui venait de là où il venait, du milieu d'où il venait, etc., etc. Bon, mais c'est en allant chercher dans le détail des relations familiales, extrafamiliales, etc., qu'on arrive à comprendre ces parcours atypiques. Donc c'est pas incompatible. La sociologie, elle peut s'intéresser aux individus les plus singuliers, mais
à des individus qui sont socialisés, qui ont été façonnés socialement et qui ont bénéficié parfois de petites choses qui leur ont permis des parcours, effectivement, qui ne sont pas les plus fréquents. Mais d'abord, il faut rappeler les parcours les plus fréquents, puis deuxièmement, montrer que les cas atypiques ne sont pas des cas pour la biologie, quoi, j'allais dire, ou pour la psychologie. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les cas d'enfants de milieu populaire qui réussissaient très bien à l'école, alors qu'ils avaient des parents analphabètes, 10 frères et sœurs, enfin, n'en jetez plus, quoi. Vous voyez, ils avaient tous les handicaps possibles, et ils étaient en très bonne situation scolaire. Ah bon, tout le monde me disait, vous voyez bien, vous n'avez plus rien à dire, vous, sociologues, c'est aux psychologues ou éventuellement à des généticiens ou je ne sais quoi. Pas du tout. C'est en allant chercher du côté du fonctionnement familial, du réseau de relations dans lesquelles est placé l'enfant et des types d'expériences qu'il vit, qu'on arrive à comprendre comment il arrive à construire malgré tout une bonne scolarité dans des conditions qui, a priori, sont totalement défavorables. Donc ça, c'est une chose très très importante, parce que quand on nous ressort à chaque fois « Ah, mais il y a des cas atypiques », oui, d'abord, ils sont atypiques, il faut le rappeler, et deux, même ces cas atypiques sont socialement produits par des déterminismes. Donc voilà. Alors, après le rêve, effectivement, moi je pense que le rêve force à voir l'inconscient. Voilà. Et je pense que Bourdieu n'a cessé de tourner autour de la question de l'inconscient, de dire qu'au fond, les dispositions incorporées, le passé incorporé, c'était de l'inconscient socialement structuré. Voilà, les rêves permettent de travailler ça et de le travailler en sociologue, en s'appuyant aussi sur ce qu'a fait Freud, parce que c'est un des promoteurs, on va dire, de l'inconscient. C'est pas le seul à avoir pensé l'inconscient. Il y a une vraie histoire de la notion d'inconscient qui remonte très, très loin dans l'histoire. Mais voilà, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et ça donne du coup une image de l'homme qui est un homme qui n'est pas du tout fondé sur la raison et sur ce petit filet de conscience qu'il a. Donc quand on nous resserre en permanence l'image de quelqu'un qui est responsable, quand on nous dit, même sur l'actualité la plus brûlante, les actes terroristes, etc., on nous dit, il y a quelqu'un quand même qui a commis ce crime. Oui, et qui va le nier. La question est de savoir, est-ce qu'on peut remonter à la genèse de ce geste? Est-ce qu'on peut arriver à comprendre comment, dans quelles conditions des gens sont amenés à vouloir se faire sauter eux-mêmes, c'est-à-dire même à perdre leur vie? Pour une partie, c'est des sacrifices. Pas pour tous. Je pense qu'il y a des catégories de terroristes très, très différentes. Mais il faut, si on fait bien notre travail sur ces questions-là, comme sur d'autres, il y a des questions moins brûlantes et où on fait très bien notre travail de la même manière, il faut toujours essayer de comprendre la genèse de ces gestes, de ces choix, de ces décisions. Bien sûr qu'il y a des choix, bien sûr qu'il y a des décisions, bien sûr. Mais qu'est-ce qui amène des gens à s'occuper à ce genre de choses et à faire ces choix-là? Voilà. Si on est sociologue, je ne vois pas comment on peut échapper à cette analyse des déterminations sociales multiples, parfois contradictoires, qui font que, alors là aussi, on nous dit d'un individu à l'autre, vous voyez, ils ont à peu près les mêmes propriétés sociales, alors ils sont pauvres, ou ils sont ceci, et vous voyez, il y en a un qui fait ça et l'autre ne le fait pas. Donc, c'est comme si ça n'existait pas. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Mais il y a des circonstances qui créent des choses, des ressources manquantes qui accroissent la probabilité d'aller pas du bon côté du point de vue de la loi, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut analyser de près, tranquillement, calmement, comme sont capables de le faire les chercheurs en sciences sociales. Deux petites questions pour terminer cet entretien, Bernard Lahire. Est-ce qu'un sociologue peut distinguer un cauchemar d'un rêve? Oui, assez simplement, quand les gens disent c'est un cauchemar, grosso modo. Non, mais les gens généralement se réveillent d'un cauchemar en sueur, en ayant des grosses frayeurs, etc. C'est souvent des choses qui réveillent les gens. Et qui sont très très contents de se rendre compte d'un coup, en reprenant la conscience éveillée, que ça n'était qu'un rêve. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à faire du cauchemar une réalité à part par rapport au rêve. En fait, non, c'est un rêve émotionnellement plus fort que d'autres et basé sur des émotions du type peur,
frayeur. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous allez mettre dans le deuxième volume, pour finir? Eh ben, tout ce qu'il n'y a pas dans le premier. C'est-à-dire? Alors, moi je tiens quand même à ne pas opposer le premier et le deuxième sous l'angle théorie-empirie, parce que c'est rempli d'exemples. Ce que j'ai fait là, c'est de montrer le modèle théorique qu'il faut construire pour arriver à comprendre quelque chose du rêve en tant que sociologue. Et je donne les éléments de méthode que je mets en œuvre depuis quelque temps déjà, où effectivement, je vois des rêveurs, des rêveuses qui me confient leurs rêves, avec qui je parle très longuement autour de ces rêves, et j'ai des dizaines et des dizaines d'heures avec les mêmes personnes, depuis, pour certains, plus d'1 an. Et donc c'est tout ce travail-là auprès de rêveurs ou de rêveuses que je vais essayer de synthétiser, de présenter pour que ce soit le moins ennuyeux possible dans le deuxième volume. Merci beaucoup Bernard Lahire. L'interprétation sociologique des rêves, c'est publié aux éditions La Découverte. Et merci d'avoir fait ce détour par nos studios du Passage Brûlot.